Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la une, Dakar, à l'assaut de la pandémie à coronavirus, s'engage dans une forte mobilisation contre la Covid-19. 72 heures d'activité intense de communication et de sensibilisation pour prêcher le retour aux gestes barrières et le recours à la vaccination. L'activité a été lancée ce matin par le gouverneur de la région de Dakar, qui demeure l'épicentre de la pandémie avec 217 nouveaux cas communautaires recensés ces dernières 24 heures sur 476 nouvelles contaminations à travers tout le pays. Le ministère de la Santé déplore 3 nouveaux décès alors que le nombre de cas graves ne baisse toujours pas, 19 depuis hier. En tout, 1186 cas ont été recensés en 72 heures, un regain de contamination qui coïncide avec une rupture de vaccin. Des actions correctrices doivent être menées pour changer la donne, estime le coordonnateur du programme élargi de vaccination, Dr Ousseynou Badiane. La brigade régionale d'hygiène de Dakar a lancé ce vendredi les opérations hivernales, pré-hivernales de gestion des inondations et de lutte contre les maladies liées à l'hivernage. Les agents du service d'hygiène vont durant cette campagne procéder à des opérations techniques de saupoudrage et de délarvation des bassins de rétention et canaux à ciel ouvert ainsi que des lieux de rassemblement. La FGTS dénonce la discrimination entre des travailleurs de C2K et de Dangote, tous de la même entreprise. Face à ce qu'ils qualifient de contournement de procédure, les employés de C2K annoncent un plan d'action. Un préavis de grève sera déposé le 15 juillet. Et puis en Côte d'Ivoire, rencontre historique ce samedi entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Les deux anciens présidents ivoiriens se donnent rendez-vous à Daoukro pour débattre de plusieurs sujets. Les enjeux de cette rencontre à suivre dans l'actualité internationale. À suivre également Info Éco qui va compléter cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dié. Marie-Rosalie Ndiaye. Hausse des cas de coronavirus, notamment dans la région de Dakar. Le comité régional de gestion des épidémies a lancé les 72 heures de Dakar sur la Covid-19. Cette cérémonie de lancement qui a servi d'occasion au gouverneur de Dakar d'insister sur le respect des gestes barrières et la vaccination. Alassane Sall a tenu à rassurer sur la disponibilité des vaccins. Toutes les dispositions sont prises pour amener la continuité. Abdoulaye Diop signe le compte-rendu de la cérémonie qui a eu lieu sur l'esplanade de l'hôpital Nabil Chouker. Avec plus de 1000 cas en 3 jours, dont plus de 50% dans la région de Dakar, il est urgent de mener une riposte communautaire afin d'éviter une troisième vague plus virulente, selon le gouverneur de Dakar qui a lancé les 72 heures de Dakar sur le Covid-19, Alassane Sall. D'aller vers les populations, au niveau des quartiers, visiter les marchés, aller à la rencontre des acteurs au niveau des points de vente de moutons pour porter la bonne parole. Nous avons constaté la levée pratiquement de les restrictions. Nous avons constaté la ferveur habituelle en direction de la fête de Tabaski. Je voudrais donc dans ce contexte insister pour le retour des gestes barrières. Le respect des gestes barrières doit être combiné avec la vaccination, mais cette vaccination est ralentie par une indisponibilité de vaccins, le gouverneur rassure. Le vaccin est disponible et là où nous avons noté une tension sur la disponibilité du vaccin, je voudrais rassurer les acteurs parce que le ministre de la Santé et de l'Action sociale a d'ores et déjà pris toutes les dispositions sur instruction de M. le Président pour acquérir de nouvelles doses afin que les Sénégalais se fassent vacciner. Les acteurs communautaires, les autorités municipales et sanitaires sont appelés à descendre sur le terrain pour barrer la route au coronavirus, notamment la troisième vague. Les opérations de saupoudrage ont été également lancées par le service d'hygiène. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour le service d'hygiène de lancer sa campagne pré-hivernale de saupoudrage. Dans ce contexte de résurgence de la pandémie à coronavirus, le service d'hygiène rassure les opérations de désinfection et de nettoyage sont reprises. Écoutons le colonel Maodo Malik Diop, chef du service national d'hygiène au micro d'Abdoulaye Diop. Comme à l'accoutumée, chaque année donc, nous procédons à la campagne hivernale, n'est-ce pas, de gestion des inondations et de lutte aussi contre les maladies, n'est-ce pas, liées à l'hivernage. Comme vous le savez, pendant l'hivernage, il y a une prolifération, n'est-ce pas, des vecteurs, n'est-ce pas, de maladies, tels que le paludisme, le dengue, les maladies diarrhéiques. Donc, ce qui a fait que donc, nous avons voulu lancer, n'est-ce pas, cette campagne-là. Ça coïncide avec une recrudescence, n'est-ce pas, des cas de Covid. Et durant cette campagne-là, effectivement, nous allons faire des opérations techniques de saupoudrage. Ça, c'est pour vraiment réduire la longévité et la densité, n'est-ce pas, des vecteurs.
le coupler, n'est-ce pas, avec des délarvations. Donc nous allons délarver, n'est-ce pas, tout ce qui est bassin de rétention. Nous allons faire la délarvation au niveau des canaux, n'est-ce pas, à ciel ouvert, n'est-ce pas, tout ce qui est flaque d'eau. Nous allons aussi rentrer, n'est-ce pas, dans les espaces recevant du public, n'est-ce pas, pour la désinfection, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc vraiment avec l'augmentation des cas de Covid, donc on va vraiment coupler ces activités-là de désinfection et de désinfection. Donc vraiment c'est ce que nous avons prévu, n'est-ce pas, avec cette campagne. Accélération forte et inquiétante des cas de Covid-19, 3 nouveaux décès enregistrés hier jeudi et 476 nouvelles contaminations sur 2104 tests réalisés, soit un taux de positivité de 22,62%. Les 261 cas sont issus de la transmission communautaire, 217 identifiés à Dakar, les 44 dans les autres régions, 19 cas graves en réanimation et 1988 patients sous traitement. Une remontée significative des cas notés depuis plusieurs jours. 1186 personnes ont contracté le virus en l'espace de 72 heures y-seignant. 476 nouvelles contaminations ont été enregistrées en seulement 24 heures sur 2104 tests effectués, soit un taux de positivité de 22,62%. La courbe monte en flèche et inquiète avec au moins 261 cas communautaires. Dakar demeure l'épicentre de cette nouvelle vague avec 217 cas ces dernières 24 heures, mais la tendance haussière touche désormais les régions avec 44 nouveaux cas répartis de Bignona à Aéré-Lao. Le nombre de personnes sous traitement est également monté en flèche, atteignant 1988, dont 19 cas graves. Ces 3 derniers jours, les autorités sanitaires ont recensé 1186 cas de Covid-19 avec au moins 8 décès. Situation préoccupante car la courbe de la pandémie ne cesse de grimper. La courbe hebdomadaire des cas confirmés est en forte hausse. La 3e vague s'est installée alors que plusieurs événements qui ont entraîné des rassemblements massifs sans respect des mesures barrières ont été notés, relèvent les acteurs dans le dernier rapport de la situation. Rapport qui insiste également sur la faiblesse de la communication sur le respect des mesures barrières et la vaccination alors que la pandémie prend de l'ampleur. Le Sénégal frappé par une 3e vague brutale de coronavirus alors que la vaccination patine, la rupture de stock de vaccins préoccupe. À cela s'ajoute le manque de communication et la réticence des populations. L'heure est à l'évaluation avec la revue intra-action de la vaccination anti-Covid. Après 4 mois de mise en œuvre, des correctifs doivent être apportés pour changer la donne. Voici Dr Ousseynou Badiane, coordonnateur du programme élargi de vaccination avec Moustapha Sall. Nous étions réunis ici à Saly pour faire la revue intra-action de la vaccination anti-Covid après 4 mois de mise en œuvre. Il s'agissait en fait d'une évaluation à mi-parcours. Donc pour la vaccination de manière globale, que l'évaluation concernait pratiquement tous les domaines. Par exemple, si on parle de la communication, on sait qu'il y a quand même eu beaucoup de réticences par rapport à la vaccination. Des actions correctrices doivent être menées pour lever quand même ces réticences-là, amener toutes les populations à adhérer à cette vaccination. Donc pour la vaccination, donc, comme vous le savez, par rapport à la première dose, on est à un peu moins de 600 000 personnes vaccinées. Et par rapport à la 2e dose, on est à peu près à plus de 200 000 personnes déjà qui ont reçu leur 2e dose de vaccination. Donc si on rapporte ça à la population qui était ciblée, qui est la population de plus de 18 ans, on est à pratiquement 7% de la population qui a reçu quand même une première dose de vaccin. C'est faible, mais ça varie aussi en fonction des régions. Donc il y a des régions qui sont au-dessus de cette moyenne nationale, la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Saint-Louis, mais il y en a d'autres qui sont vraiment à la traîne, comme la région de Diourbel, qui est la région qui a la plus faible couverture vaccinale. Absolument, il y a des ruptures à Dakar, il y a rupture d'AstraZeneca, mais aussi il y a des centres qui continuent à vacciner contre le Sinopharm. Donc la situation n'est pas homogène, donc on a quand même des ruptures dans certains endroits, et ça dans la région de Dakar, dans la région de Thiès, dans la région de Saint-Louis, dans beaucoup de régions on a des... Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette situation-là n'est pas propre au Sénégal, c'est une situation mondiale. Donc, je pense qu'on est en plein dans la 3e vague. Donc, vu le niveau de contamination actuellement, si on le compare aux semaines, aux mois antérieurs, je pense qu'il y a un regain dans les contaminations, le nombre élevé de journaliers de contamination, qui fait qu'on peut quand même dire qu'on est dans la 3e vague.
Vous venez d'entendre la réaction du docteur Ousseynou Badiane, coordonnateur du programme élargi de vaccination qui se prononçait en marge de la revue intra-action de la vaccination anti-Covid. Après 4 mois de mise en œuvre, des correctifs doivent être apportés pour changer la donne selon lui. Au moment où les cas de Covid connaissent une hausse, des réclamations fusent de partout du côté des agents des CTE. À l'Institut Pasteur de Dakar, le personnel de santé réclame aussi leurs primes. Depuis plus d'1 an, ils courent derrière leur dû. Ils menacent de déposer un préavis de grève si la situation ne se décante pas. Khadim Tramé est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé, section CNTS. Il est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Le personnel d'Institut Pasteur de Dakar, depuis le début de cette épidémie de Covid, n'a reçu aucune prime venant de l'État ni de l'Institut Pasteur de Dakar concernant leur travail qui est abattu et reconnu par tout le monde entier dans cette épidémie de Covid. C'est une situation qui est déplorable, que nous avons essayé de gérer quand même à l'interne, mais ça fait plus d'1 année que nos autres confrères, nos autres collègues et confrères des secteurs de la santé ont tous reçu, et nous, on n'a pas reçu un seul sou. Ce qui est déplorable. Il y a des structures sanitaires au niveau du Sénégal que l'État a bien donné, des gens qui font 900 personnes par structure, d'autres qui font 600 à 700 personnes, et nous ne faisons que 300 et quelques, avec même 270 permanents, on n'a pas reçu un seul sou. Ce qui est une situation déplorable que nous voulons dénoncer, et nous voulons avertir l'État du Sénégal, qui est cofondateur de l'Institut Pasteur de Dakar, parce que l'Institut Pasteur de Dakar est une fondation d'utilité publique. Donc l'État du Sénégal a une main là-dessus. Nous voulons leur dire que le personnel n'est pas content, et que comme tout travailleur, si jamais leur doléance n'est pas prise en compte, qu'ils ont assez quand même souffert de ça, ils ont fait taper toutes les portes pour décanter la situation, mais rien n'est fait. Donc ils seront obligés de faire comme tous les autres, c'est-à-dire d'aller dans la rue, dénoncer cette attitude et même aller en mouvement de grève s'il le faut. Sud FM, l'info, c'est ici. Discrimination entre des travailleurs de C2K et de Dangote, tous de la même entreprise, avec des salaires non payés. Ils dénoncent un contournement de procédure pour les employés de C2K. Il est inadmissible que des entreprises étrangères continuent de décrier les règles de l'administration du travail. Les ministres du Travail et des Mines seront saisis, suivis d'une forte manifestation avant le dépôt d'un préavis de grève le 15 juillet. Sidi Ndiaye, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, est avec Josette Kali. C'est Dangote, la société mère, qui a délocalisé pour sous-traiter la production et qui a pris ses travailleurs sous son aile tout en les confiant à une autre entreprise. Lorsque nous avons découvert le pot rose et qu'il y a un traitement unique entre les travailleurs de Dangote et les travailleurs de CDK pour la même entreprise, on a dit il y a anguille sous roche. Nous avons mené nos recherches et nos enquêtes et nous avons fait des réclamations à l'inspection régionale de travail de Thiès. L'inspection les a convoqués, on a discuté pour voir comment régulariser la situation parce qu'il est inadmissible que dans la même entreprise, parce qu'on a amené certains dans une société intérimaire, que les traitements soient différents, du simple au double et parfois au triple. Il y a problème. L'inspecteur leur a demandé de régler le problème là parce que normalement Dangote doit commencer à embaucher avec des CDI ces travailleurs-là. Malheureusement, après plusieurs tentatives de conciliation à l'inspection régionale de Thiès, la chose dure, ils ne veulent pas obtempérer. L'inspection leur a servi une mise en demeure. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Les travailleurs sont arrêtés par une porte de brassard rouge et jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. Maintenant, ils ont décidé de prendre les responsabilités pour dérouler le plan d'action que les délégués ont reçu de la part de l'Assemblée générale. Il leur a donné mandat de conduire ce plan d'action jusqu'à son terme. Plan d'action qui tourne autour d'un préavis de grève qui sera déposé d'ici le 15 juillet, de quel préavis sera suivi de la saisine du ministre des Mines, de l'Industrie, pour que véritablement il s'implique dans ce dossier, mais surtout le ministre du Travail, qui doit à travers la Direction générale du Travail faire en sorte que force reste à la loi, parce que les entreprises ne vont pas défier indéfiniment l'administration du travail au motif que chaque fois qu'on les sollicite, ils disent nous attendons la réaction de Lagos. C'est vrai que c'est un Nigérian qui a investi à Dangote, mais les Nigériens doivent savoir que ce sont les lois du Sénégal qui s'appliquent. C'est un contournement de procédure et que nous dénonçons. Il est évident que nous allons continuer la mobilisation par un sitting d'avertissement à la veille de l'expiration du préavis de grève et après cela, l'Assemblée générale va évaluer et éventuellement aller en grève générale si rien n'est fait d'ici là. Manifestation de colère des licenciés de l'entreprise minière GCO Grande Côte Operation au nombre de 22. Ils ont bloqué hier jeudi le cortège du ministre des Mines et de la Géologie en visite dans la boîte pour l'interpeller sur la situation. Oumar Sarr promet de poursuivre la médiation. Babacar Sow. Colère des licenciés de la GCO Grande Côte Operation. La visite du ministre des Mines et de la Géologie dans l'entreprise minière a été mise à profit par ces manifestants munis de foulards et de brassards rouges pour arrêter le cortège du ministre Oumar Sarr pour
des explications. Gormak Faye, porte-parole. En revenant des licenciements, les licenciements ont eu lieu pendant une période de crise de Covid-19. Pendant cette période, GCO a confiné les travailleurs de manière illégale, dans de très mauvaises conditions. Et par la suite, il y avait eu une rupture de nourriture pendant 3 jours. Et par la suite, les travailleurs ont demandé à être déconfinés. De cette demande de déconfinement, GCO a pris une décision arbitraire de sélectionner parmi plus de 300 personnes, 31 demandes d'explication. Le ministre des Mines et de la Géologie, sensible au discours du porte-parole de ces 22 licenciés de la GCO, un problème qui est déjà au niveau du tribunal, promet de continuer la médiation qu'il a déjà entamée. Omar Sarr. J'ai déjà rencontré plusieurs fois le groupe des 22 personnes licenciées à GCO, donc nous avions échangé, il y avait quelques propositions qui étaient déjà faites et nous devons continuer. Je vais les recevoir en début de semaine prochaine pour que nous échangions davantage sur ces questions de licenciement et quelles solutions. GCO, bien sûr, c'est un problème qui est au tribunal du travail, où il y a des jugements qui sont attendus, mais malgré tout ça, nous devons pouvoir continuer à échanger et à trouver des solutions. En tout cas, moi, je voudrais travailler, je vais continuer à travailler pour qu'on trouve rapidement des solutions par rapport à ce problème-là. Une manifestation qui a entaché la visite effectuée toute la journée d'hier par le ministre des Mines et de la Géologie aux ICS et à GCO. Tivaouane Babakarso depuis Diogo pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la rencontre entre les deux anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Les deux hommes se sont donné rendez-vous demain samedi à Daoukro, le village du premier nommé dans le centre-est du pays. Henri Konan Bédié, doyen de la classe politique ivoirienne, est la première personnalité à qui Laurent Gbagbo rend visite depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier. Les enjeux de cette rencontre avec Justin Assalé. Une rencontre historique, dit-on, au niveau de la classe politique de l'opposition, car depuis son retour en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié est la première personnalité ivoirienne à qui Laurent Gbagbo rend visite. Tout Daoukro, le village du président du PDCI RDA, est mobilisé pour réserver un accueil chaleureux et digne à Laurent Gbagbo. Pour cette rencontre historique, les deux anciens présidents ivoiriens passés dans l'opposition feront certainement le tour de l'actualité politique du pays, parleront de réconciliation, de paix et de la situation sécuritaire dans le pays, vu les différentes attaques terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les deux hommes analyseront, à n'en point douter, l'alliance entre leurs deux partis politiques qui consacrent la mort définitive de l'appel de Daoukro qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir en 2015, des dernières élections législatives où l'alliance EDS-PDC-RDA a remporté 50 sièges là où le RHDP, le parti au pouvoir, a remporté en solitaire 137 sièges. Le déplacement de Laurent Gbagbo ce samedi chez Henri Konan Bédié servira probablement à redéfinir les termes de l'alliance qu'ils ont contractée afin de mieux faire face aux enjeux futurs et de mieux se repositionner sur l'échiquier politique aujourd'hui dominé par Alassane Ouattara. Avec cette rencontre de ce samedi, c'est le signe que sur le champ politique, on aura du 1+1 contre 1. C'est donc une alliance qui serait renforcée pour une opposition claire, significative et forte face au pouvoir en place. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. 48 heures après l'assassinat du président haïtien dans sa résidence privée, une attaque visiblement bien orchestrée est menée selon les autorités américaines par des mercenaires aguerris. On commence à y voir plus clair sur la composition de ce commando. Depuis cette nuit tragique, la police haïtienne traque ces hommes. Si quelques heures après les faits, les autorités avaient annoncé avoir tué 4 mercenaires et être parvenus à en arrêter 2 autres, la police haïtienne a mis la main hier jeudi sur presque l'ensemble du commando. Au total, 15 ressortissants colombiens, dont d'anciens membres de l'armée et 2 haïtiens ont été arrêtés jeudi. 8 autres membres du groupe seraient toujours en fuite. Le commando serait composé au total de 28 hommes. La France commencera à fermer des bases dans le nord du Mali d'ici la fin d'année, a annoncé ce vendredi Emmanuel Macron, précisant qu'à terme, la présence militaire française serait limitée à un contingent de 2500 à 3000 hommes. La fermeture des emprises françaises de Kidal, Tessalit et Tombouctou dans le nord du Mali sera achevée d'ici le début de l'année 2022, a précisé le président français lors d'une conférence de presse conjointe à Paris avec le nouveau président nigérien Mohamed Bazoum, dont le pays fait partie du G5 Sahel avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Les effectifs de l'opération Barkhane, qui s'élèvent actuellement à environ 5100 hommes, ne vont pas décroître dans les prochains mois, mais l'objectif est de ramener à terme le dispositif français dans la région entre 2500 et 3000 hommes, a précisé le chef de l'État.
En sport, assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football du 7 août, les clubs de Ziguinchor vont soutenir le président sortant, Maître Augustin Senghor. La décision a été prise ce vendredi à l'issue d'une réunion tenue au siège de la Ligue. Irama Diba, président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor, et leur porte-parole. On l'écoute avec Ben Michel Kanfouti. Après plusieurs journées d'analyse et de réflexion en direction des élections du 7 août, nous avons convenu tous pour dire que aujourd'hui, le seul candidat qui puisse en tout cas continuer à conduire le football sénégalais se trouve être Maître Augustin Senghor, qui a fini de hisser le football du Sénégal au sommet. C'est ainsi que vraiment, en tout cas, le choix en tout cas de tous les clubs de la région de Ziguinchor que j'ai l'honneur de présider. Mais en plus de cela, il y a d'autres candidats tels que le candidat de la LFA, M. Abdoulaye Sow, que nous allons soutenir aussi à 100% afin qu'il puisse continuer le travail qu'il est en train d'abattre au niveau, n'est-ce pas, de cette ligue amateur. Malan Diédhiou, lui aussi, est un candidat pour, en tout cas, le poste de président de la commission centrale des arbitres. Nous le soutenons vivement. Est-ce que vous avez eu à échanger avec les autres candidats avant de faire votre choix? Bon, les autres candidats, pas du tout, d'autant plus que nous avons reçu des courriers hier seulement, mais il s'était trouvé qu'on avait déjà porté notre choix sur le candidat Maître Augustin Senghor. Et c'est pourquoi donc pour nous il n'est plus nécessaire de recevoir quiconque pour ne serait-ce que discuter pour écouter un quelconque programme. 28 ASC répartis dans 7 poules vont disputer la 34e édition des phases nationales sportives et culturelles de Lonka, Thiès, Mbour et Tivaouane du 21 août au 4 septembre 2021. Un CRD a réuni tous les acteurs à Thiès et l'accent a été mis sur la pandémie à Covid-19 et les mesures barrières à respecter. Ibrahim Ndaw, directeur de cabinet du ministre des Sports, est avec Amandiaï. Nous avons d'abord observé la disponibilité des autorités administratives et locales, un excellent accueil, une très bonne écoute, des phases nationales sportives et culturelles navétanes qui vont se tenir en août et septembre sur une dizaine de jours, et je suis sûr que toutes les dispositions seront prises pour que ces phases nationales puissent connaître le succès escompté. Quelles recommandations avec cette pandémie qui prend du terrain? Eh bien, la pandémie est en train de prendre du terrain, mais je suis sûr qu'en temps opportun, les dispositions seront prises pour le respect strict des mesures barrières, puisque autant nous devons faire du sport, autant nous devons organiser ces phases nationales, autant nous devons préserver la vie des populations. Par conséquent, le respect des mesures de barrière sera de vigueur si, entre-temps, la maladie n'a pas connu une tendance baissière. C'était donc le président, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ibrahim Ndaw, qui réagissait sur les 34e édition des phases nationales sportives et culturelles de Lonkava, Thiès, Mbour et Tivaouane. Accueillons à présent Rapsa Elimadouane pour le journal de l'économie. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, l'activité économique interne a baissé de 1,9% au mois de mai, selon l'agence de presse sénégalaise qui a consulté le point mensuel de conjoncture de la direction de la prévision et des études économiques. Cette baisse s'explique par la contraction des secteurs tertiaires et secondaires. Cette amélioration s'explique par le dynamisme des exportations conjugué à une baisse des importations de biens sur un mois. Toujours, selon le point mensuel de conjoncture de mai de la direction de la prévision et des études économiques consultée par l'agence de presse sénégalaise, la gestion budgétaire a été marquée par une légère amélioration de la mobilisation des recettes associée à un rythme d'exécution timide des dépenses. Les ressources globales sont estimées à 1005,4 milliards, soit une légère amélioration de 0,4 selon le document qui poursuit que pour ce qui est des dépenses publiques, elles se sont contractées de 16,0% en glissement pour s'établir à 1630,4 milliards.
La Cour des comptes organise depuis hier la première partie de la 15e Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. L'Assemblée générale a porté sur la reddition des comptes des organes internes, l'examen des projets de nouveaux statuts et du plan stratégique 2021-2026 de l'AFROSE. Le point nodal du renouvellement des instances a été l'élection de Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes du Sénégal, comme nouveau président de l'Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Pour rappel, plus de 110 participants issus de 44 institutions supérieures de contrôle des pays membres ont participé aux travaux de la première partie de l'Assemblée générale. Les travaux qui prennent fin ce vendredi se tiennent en ligne en raison des restrictions liées à la Covid-19. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Dakar, à l'assaut de la pandémie à coronavirus, s'engage dans une forte mobilisation contre la Covid-19. 72 heures d'activité intense de communication et de sensibilisation pour prêcher le retour aux gestes barrières et le recours à la vaccination. L'activité a été lancée ce matin par le gouverneur de la région de Dakar, qui demeure l'épicentre de la pandémie, avec 217 nouveaux cas communautaires recensés ces dernières 24 heures sur 476 nouvelles contaminations à travers tout le pays. Le ministère de la Santé déplore 3 nouveaux décès alors que le nombre de cas graves ne baisse toujours pas, 19 depuis hier. En tout, 1186 cas ont été recensés en 72 heures, un regain de contamination qui coïncide avec une rupture de vaccin. Des actions correctrices doivent être menées pour changer la donne, estime le coordonnateur du PEV. La brigade régionale d'hygiène de Dakar a lancé ce vendredi des opérations pré-hivernales de gestion des inondations et de lutte contre les maladies liées à l'hivernage. Les agents du service d'hygiène vont durant cette campagne procéder à des opérations techniques de saupoudrage et de délarvation des bassins de rétention et canaux à ciel ouvert ainsi que des lieux de rassemblement. La FGTS dénonce la discrimination des travailleurs de Sedeka et de Dangote, tous de la même entreprise, face à ce qu'ils qualifient de contournement de procédure. Les employés de Sedeka annoncent un plan d'action. Un préavis de grève sera déposé le 15 juillet. L'actualité internationale, la page des sports et Info Éco ont complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le journal de la culture suivi de la chronique Sud Éducation.